Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour entamer cette nouvelle semaine ensemble. Voici sans plus tarder le sommaire de ce journal. Nous irons dans le golfe Persique. Une délégation monégasque est actuellement à Dubaï pour voir l'évolution du pavillon de Monaco à l'occasion de l'exposition universelle. Comment se portent les entreprises monégasques un an après la crise sanitaire? Nous recevrons pour y répondre Laurence Garino, la chef du service Welcome Office. Dimanche 28 mars, journée mondiale contre l'endométriose. C'est une maladie douloureuse qui touche une femme sur 10 à des degrés différents. L'endométriose est assez méconnue du grand public et complexe à déceler. Pour tout nous apprendre sur l'endométriose, avec nous ce soir Guillaume Doucet, gynécologue obstétricien au CHPG. Et enfin, nous reviendrons sur le concerto pour violon à la mémoire d'un ange composé par Alban Berg lors du Printemps des Arts, avec pour thème entre autres l'école de Vienne. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, une équipe de Monaco Info est actuellement dans les Émirats Arabes Unis, à Dubaï, pour suivre l'avancée du chantier du pavillon monégasque à l'exposition universelle qui ouvrira ses portes en octobre prochain. L'occasion d'assister notamment au raccordement des panneaux photovoltaïques du pavillon au réseau électrique du Bayotte. Le point sur place avec Alexandra Pagny et Sylvain Péromal. Bâti en plein désert en une cinquantaine d'années à peine, Dubaï est devenu une mégalopole à l'architecture spectaculaire qui ne cesse de s'étendre, toujours plus surprenant, toujours plus haut. Burj Khalifa ou encore Burj Al Arab sont le reflet de cet émirat qui a parié sur la mondialisation dès les années 90. Touristes et expatriés en ont fait leur destination fétiche. L'exposition universelle de 2020 devrait permettre encore une fois aux Émirats Arabes Unis de partager leur savoir-faire en matière de gestion d'événements hors normes. 25 millions de visites sont prévues en 6 mois. Les pavillons des 200 participants sont en train de sortir de terre. La crise ayant retardé d'1 an l'ouverture au public, le site est encore en chantier. Je me trouve sur la robe majeure du pavillon, un pavillon, vous l'aurez compris, inspiré du rocher de Monaco, un rocher aux multiples facettes pour présenter la principauté, son histoire, sa culture, mais aussi ses défis de demain. L'importance pour Monaco, c'est d'être présent aujourd'hui à Dubaï autour de 192 pays, ce qui est quand même assez exceptionnel, et d'avoir l'opportunité de pouvoir démontrer que Monaco est une multitude de choses, produit une multitude de choses, entre la science, la médecine, la culture, les industries. Monaco produit énormément, d'où notre thème Monaco 360 et où de mieux pour montrer tout cela qu'une exposition universelle. La structure principale du pavillon est terminée, il reste à présent l'aménagement intérieur. La surface totale de 1480 m² de bâti a été pensée pour présenter un Monaco à 360 degrés. C'est vrai que le pavillon, il reflète beaucoup d'aspects de Monaco. Autant dans l'architecture globale, l'effet rocher et montagne qu'on peut retrouver aussi sur les sections du pavillon. Et dans la végétation, là c'est l'ADO qui a conçu l'aménagement végétal du pavillon. Le jardin des opportunités, quant à lui, c'est vraiment plus dans l'exhibition. Lorsqu'on entre, en fait, une fois passé le kaléidoscope, on se retrouve projeté dans un monde qui est un peu surréel avec les effets de couleurs, d'images et ces stations qui sont très originales. Et on a trouvé ça très poétique et on a voulu mettre en avant l'aspect aussi culturel qui est très fort à Monaco. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le jardin des opportunités, qui montre toutes les opportunités qui sont disponibles dans la principauté. Le pavillon monégasque a pour ambition de produire sa propre électricité à l'aide des 174 panneaux photovoltaïques disposés sur sa structure et son toit. Le plus grand consommateur d'énergie chez les humains, ce sont les bâtiments. Les gens croient toujours que c'est le transport, les avions, les camions, machin. Et en fait, c'est les derniers. Le plus grand consommateur, donc 40%, et dans des pays comme le Golfe ici, c'est 60%, 65% de l'énergie part sur les bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut habiller le bâtiment de quelque chose qui produise, mais d'une façon très efficace et très durable, et à un prix pas trop cher, des panneaux solaires. Le but est de diminuer vraiment l'empreinte de carbone. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une planète qu'il faut couvrir de panneaux solaires, et parce que c'est le moins cher, parce que il n'y a presque pas d'entretien, et que ça produit beaucoup d'énergie. Et par conséquent, il faut les mettre là où on peut les mettre. Point final, il n'y a pas de discussion. Une équipe de Monaco Interexpo se relaie sur place depuis plus d'1 an pour assurer la logistique. L'une des prochaines étapes, l'accueil du personnel en septembre qui sera présent pendant les 6 mois de l'exposition. Et notez déjà comme rendez-vous la journée nationale de Monaco le 13 novembre prochain.
On retrouve Christinda Thomel pour le Point Info avec un nouveau grade pour le directeur de la Sûreté publique. Oui Fabien, Richard Marangoni vient d'être promu contrôleur général de la Sûreté publique, une nomination qui a pris effet le 3 mars dernier, premier directeur de la Sûreté publique de nationalité monégasque. Cette promotion en qualité de contrôleur général est une marque de reconnaissance du travail accompli depuis plus de 5 ans. Pour rappel, Richard Marangoni est à l'origine de plusieurs réformes structurelles importantes au sein de la Sûreté publique, dont la plus ambitieuse s'est achevée récemment avec le plan de refonte globale de l'institution. Forte de 580 personnels répartis dans 8 divisions et 4 services, grâce à ce nouveau plan qui prend en compte de nouveaux enjeux sécuritaires, la Sûreté publique peut dorénavant faire face à de nouveaux défis. Une nouvelle réouverture d'un bureau de poste à Monaco. Effectivement, le bureau de poste de Monaco Herculis, situé au 12 chemin de la Turbie, dans le quartier du Jardin Exotique, vient de rouvrir ses portes au public depuis ce matin 8 heures. Les objets en instance pourront à nouveau être retirés. Les opérations postales pourront être, quant à elles, effectuées dans les 6 autres agences de la Principauté. À noter cependant que le comptoir situé au niveau du Grimaldi Forum n'accepte pas les opérations financières. L'application Carlo joue les prolongations, Christinda. Oui Fabien, dans le cadre du fonds rouge et blanc dédié à la relance de la consommation en principauté, l'application Carlo qui permet aux fonctionnaires d'utiliser leur prime exceptionnelle de fin d'année vient de reporter sa date d'échéance qui était prévue pour le 31 mars à l'origine. Eh bien, dorénavant, vous aurez jusqu'au 30 juin pour utiliser vos bons cadeaux. Dans le contexte actuel de crise sanitaire où le télétravail a été rendu obligatoire et où les mesures françaises ont restreint la circulation des personnes, il a été noté que les déplacements sur le territoire monégasque pour effectuer des achats ont pu être difficiles. Et même si près de 90% des primes ont d'ores et déjà été dépensées chez les 267 commerçants partenaires, le gouvernement princier a donc décidé de prolonger de 3 mois la date de fin de l'opération. Voilà l'opération Carlo prolongée. Merci Christinda, nous vous retrouverons dans quelques instants. On reste dans le domaine économique avec notre première invitée. Nous allons revenir ensemble sur un an de Covid-19 et voir comment les entreprises en principauté ont vécu cette crise sanitaire. Laurence Garino, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez été au chevet des entreprises tout au long de cette crise. Vous avez réagi immédiatement, on peut dire ça ? Oui, exactement. Nous avions, disons, des contacts privilégiés avec le secteur privé de par nos missions principales au Welcome Office. Et c'est pour ça que nous avons pu être très réactifs, en fait. Rapidement, au mois de mars, M. Castellisi nous a demandé de mettre en place cette cellule de crise, qui était une cellule en fait, d'écoute active au quotidien, 7 sur 7, dès le début de la pandémie et du confinement. Un rappel, qu'est-ce qui a été fait pour épauler les entreprises cette année si particulière ? Eh bien, justement, à l'époque du confinement, dans les 3 premiers mois de cette crise inédite, le gouvernement a mis en place des aides pour les sociétés et des aides pour les travailleurs indépendants qui exerçaient en nom propre, donc ce qu'on a appelé le revenu minimum extraordinaire, RME, et l'AS, l'aide aux sociétés. Et c'était en fait un dispositif d'urgence qui a injecté auprès de environ 2000 entreprises des sommes conséquentes pour permettre de passer ce cap-là. Donc là, je parle de mars à juin, juillet pour les entreprises, plutôt les secteurs d'activité qui étaient obligés de rester fermés, comme les restaurants par exemple. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la CARE ? Oui, exactement. En fait, la volonté du gouvernement ensuite a été d'aller sur de l'accompagnement et un soutien, disons, plus personnalisé, dans le sens où il était important de faire un monitoring sur l'économie. Au quotidien. Donc là encore, la cellule en fait rassemblait les problématiques du terrain et les faisait remonter au département des finances. Et au sein de la CARE, dans laquelle est représenté le Conseil national, les banques, les experts comptables, la direction du budget et du trésor, sous la présidence de M. Castellini, nous étudions toutes les problématiques au cas par cas. Donc c'est un vrai monitoring de l'économie en temps réel. Un constat, c'était vital, j'imagine, pour certaines entreprises ?
Oui, complètement. C'était extrêmement important. Donc, je souligne aussi que ce dispositif était accompagné du prêt garanti par l'État à 100% sur le premier dispositif, 65% sur le dispositif de l'été qui allait jusqu'au mois de septembre. C'était important en fait de trouver des solutions pour permettre aux uns et aux autres de maintenir l'emploi, de maintenir les salaires et de maintenir en fait en activité des entreprises qui font vivre le pays en temps normal. Quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir concernant les entreprises en principauté et les aides apportées ? Écoutez, au niveau des aides, disons que la CARE poursuit ses travaux et suit en fait l'évolution des bénéficiaires de l'aide. Là, nous avons renouvelé au titre du premier trimestre les aides pour ces secteurs qui sont particulièrement impactés et surtout impactés sur la durée. Je parle notamment de tout ce qui est lié à l'événementiel, au tourisme, au voyage, au marché lié à l'international, la restauration, les salles de sport aussi, bien sûr. Donc, en termes de perspective, je dirais que c'est extrêmement lié à la situation sanitaire, vous en doutez bien. C'est aussi lié extrêmement à l'évolution de l'international. Qu'est-ce qui va se passer en dehors de nos frontières ? Est-ce qu'on aura le droit de voyager ? Qui aura le droit de voyager ? Comment et vers où? Et donc, ce sont des questions en fait qui sont qui ont un impact énorme et direct sur notre économie. Donc les perspectives aujourd'hui, disons que la visibilité n'est pas très nette et c'est bien ce qui préoccupe les acteurs. Laurence Garino, vous êtes à la tête du Welcome Office qui a pour but d'intégrer le mieux possible les entreprises qui veulent s'installer à Monaco. La crise sanitaire a été un frein ou pas du tout ? Oui, sur une partie de l'année 2020, bien sûr, la préoccupation des uns et des autres n'était pas de créer de l'activité. En revanche, rapidement sur l'automne, on a vu une reprise pour retrouver des tendances habituelles, on va dire 50 projets par mois à peu près, mais bien que le chiffre ne soit pas significatif en lui-même. Mais ce qu'on peut noter, c'est que des gens ont voulu créer des entreprises. Alors pour certains, ils ont perdu un emploi. Il faut qu'ils réinventent une activité pour avoir des revenus. D'autres avaient des activités qui sont fortement impactées, qui ne reviendront peut-être pas comme avant, donc ils se réinventent. Et puis aussi, on a remarqué en fait une nouvelle, on va dire, tendance, un certain nombre d'entreprises qui veulent créer dans le numérique. Le Fonds bleu a eu son effet assez direct aussi sur ces créations d'activités. Et enfin, je pense, ce qu'il faut retenir, et c'est important de le souligner, c'est que la manière qu'a eu la principauté de gérer cette crise participe fortement à son attractivité. La gestion que nous avons eue, tant sur le plan sanitaire, social et économique, est un réel atout. On le voit aujourd'hui dans les remerciements qu'on reçoit, mais aussi dans les intérêts de créateurs d'activités, d'investisseurs. La principauté a rassuré et donne envie à d'autres en fait, de s'y installer également. Laurence Garino, merci. Merci à vous Fabien, bonne soirée. On vous retrouve Christine Latomel pour la suite de l'actualité en bref. Vous allez commencer par du sport automobile. Et oui Fabien, lors du Grand Prix de Bahreïn qui ouvrait la saison 2021 samedi avec la victoire d'Hamilton, le monégasque Charles Leclerc terminait à la 6e place. Un classement en demi-teinte pour le pilote monégasque qui espérait faire mieux après son bon résultat durant les qualifs qui le plaçait 4e sur la ligne de départ. Charles Leclerc dira, je cite, « C'était impossible d'aller plus haut. Les McLaren étaient rapides et compte tenu d'où on vient, le bilan s'avère positif. 6e au classement des constructeurs l'an passé, Ferrari vise cette année le top 3. Après la Formule 1, vous voulez nous parler d'une autre compétition automobile, le e-Prix. En raison de la pandémie et pour composer avec les restrictions sanitaires, la Formule I a annoncé samedi une modification de son calendrier. Les e-Prix de Rome et de Valence, disputés en avril, auront lieu 2 fois chacun au lieu d'un prévu. En Italie, les 2 courses auront lieu les 10 et 11 avril et les 24 et 25 avril en Espagne. Un mot à présent de gymnastique avec la finale du championnat de France à Montceau-les-Mines. Oui, les clubs azuréens se portent bien en gymnastique puisque 3 d'entre eux sont dans le top 5. Une belle performance par exemple pour l'athlète monégasque Paul-Alexis Rand aux anneaux. Champion de France en 2014 dans cette discipline, le jeune gymnaste a débuté la compétition par un passage crédité de 12 450 points sur son agrès favori, faisant entrer ainsi le club de Monaco dans le top 12 du classement. Monaco termine donc à la 5e place de ce championnat de France. Et puis la galerie Academia Fine Art lance une exposition ouverte.
Effectivement, une exposition libre pour les collectionneurs et les amateurs de bijoux, de montres, de sculptures, d'art contemporain et de mobilier. En effet, le lieu vous accueillera sur rendez-vous de 11h à 17h et ce jusqu'à samedi au 27 boulevard des Moulins. Une manière de découvrir les pièces qui seront mises en vente lors de 2 ventes aux enchères prévues à 15h les 7 et 8 avril prochains. Merci Christine. Place à notre deuxième invité. Ce dimanche, nous célébrions la journée mondiale contre l'endométriose, une maladie complexe, douloureuse et méconnue du grand public. Avec nous, Guillaume Doucet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHPG. Je viens de le dire, c'est assez méconnu finalement. Qu'est-ce que l'endométriose, le plus simplement possible ? Alors, l'endométriose, c'est une pathologie inflammatoire caractérisée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. En fonction de la localisation de ces cellules, on parlera de différents types d'endométriose. Initialement, en fait, ces cellules de l'endomètre, elles vont réagir de la même façon aux variations hormonales des patientes. Ainsi, lorsque les patientes vont avoir leurs règles, ces cellules qui vont être localisées en dehors de la cavité utérine, eh bien, elles vont être responsables d'une symptomatologie, d'une réaction inflammatoire sur leur lieu d'implantation qui sera responsable des symptômes de nos patientes. Alors on parle de symptômes. Quels sont justement les symptômes ? Qu'est-ce que ressent la personne qui est atteinte d'endométriose ? Alors, le premier symptôme ressenti par la patiente sera des règles très douloureuses. Ces douleurs auront un véritable impact sur la qualité de vie de ces femmes parce que certaines d'entre elles sont obligées d'être en arrêt de travail ou de manquer l'école pour les lycéennes au moment de leurs règles. Les autres symptômes que l'on pourra retrouver dans l'endométriose seront des douleurs lors des rapports sexuels ou des troubles digestifs ou urinaires au moment des règles. Et enfin, le dernier symptôme des patientes atteintes d'endométriose sera la difficulté pour ces patientes de tomber enceintes. Une question toute naïve, pourquoi c'est si compliqué de déceler comme ça l'endométriose ? Déjà, les règles chez la plupart des patientes, elles sont douloureuses. Donc, on met souvent ça sur le compte, je pense, de règles douloureuses et que ce n'est pas forcément de l'endométriose. Donc, il y a un peu cette errance diagnostique où on va dire aux patientes, en fait, vous avez des règles douloureuses et on va attendre des mois, des années avant de vraiment se pencher sur le problème. Et je pense aussi qu'il n'y avait pas assez de formation sur cette pathologie-là auparavant, parce qu'en réalité, l'endométriose, c'est une maladie qui est relativement fréquente dans son apprentissage, dans son enseignement, et que c'est pour ça qu'en fait, on s'est retrouvé de temps en temps avec des patientes qui étaient en errance diagnostique depuis de nombreuses années. Et quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il y a des traitements ou est-ce que ça s'opère ? Les traitements seront donnés à l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions, elles rassemblent des gynécologues obstétriciens, des radiologues, des urologues, des chirurgiens digestifs et des médecins spécialisés dans la douleur, ainsi que des médecins spécialisés en procréation médicalement assistée. À l'issue de cette réunion, on va pour toutes les patientes, donner un traitement antalgique. Ce traitement antalgique sera bien évidemment adapté à l'intensité des douleurs de la patiente et c'est pour cela qu'on fait appel aux médecins spécialisés pour la douleur. Ensuite, on peut proposer 2 types de traitements. On proposera soit un traitement hormonal. Le traitement hormonal se fera à travers une pilule contraceptive ou un stérilet. Et ce traitement hormonal, il aura pour objectif de diminuer les symptômes, voire de complètement les arrêter. Chez certaines patientes, il y a une indication chirurgicale. Actuellement, aujourd'hui, dans d'autres centres de recherche se développe une nouvelle approche dans le traitement de l'endométriose et notamment sur l'endométriose pelvienne profonde grâce à l'IFU. L'IFU, c'est une nouvelle technique où on va envoyer des ultrasons sur les nodules d'endométriose qui sont profonds afin, entre guillemets, de les brûler et de les rendre inactifs. Ceci permettra d'éviter pour certaines patientes la chirurgie qui peut être lourde de comorbidités. D'accord. Et qui peut être atteint d'endométriose ? Il y a une tranche d'âge particulièrement touchée, c'est génétique. En résumé, il y a un stéréotype de la personne concernée par cette maladie ? Alors, l'endométriose, c'est à peu près 10% des femmes en âge de procréer. Et en fait, l'origine, elle est multifactorielle. Il y a à la fois une composante génétique. On sait que des patientes dont la mère était porteuse d'une endométriose ont un peu plus de risque d'avoir également de l'endométriose. On a des facteurs également environnementaux et on a également des facteurs liés aux menstruations de la patiente. C'est-à-dire des patientes qui ont des règles très abondantes ou des règles très précoces. On a retrouvé que c'était des facteurs de risque d'avoir une endométriose.
Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes donc, qui nous écoutent concernant l'endométriose? Qu'est-ce qu'elles Eh bien, devraient faire? Eh bien, alors, effectivement, si ces patientes ont des règles douloureuses, eh bien, je pense qu'il faut aller voir son médecin traitant ou son gynécologue pour faire le point. D'accord, pour savoir quel traitement on peut apporter complémentaire pour essayer de calmer ces règles douloureuses. Après, il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin parce qu'il pourrait y avoir effectivement une endométriose. Par contre, une patiente qui vient en consultation pour savoir si elle a des règles douloureuses et elle veut savoir si elle a de l'endométriose, pour l'instant, on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on va l'interroger, on va lui donner un traitement hormonal si besoin. Si avec le traitement hormonal, c'est des patientes qui vont très bien, qui n'ont plus de symptômes, eh bien, on n'ira pas plus loin dans la démarche diagnostique. Voilà, j'espère qu'on a éclairé un peu les téléspectateurs concernant cette maladie complexe et puis assez méconnue. Guillaume Doucet, merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. On change totalement de sujet avec la suite du Printemps des Arts, toujours sur le thème de l'école de Vienne, samedi au Grimaldi Forum. Coup de projecteur sur le concerto pour violon à la mémoire d'un ange composé par Alban Berg. Reportage de José Sacré et Serge Prémont. Samedi 27 mars, au Grimaldi Forum, en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts, le violoniste Teddy Papavrami a interprété avec l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Kazuki Yamada le concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg. Ce concerto, composé en 1935, est dédié à la mémoire de la fille d'Alma Mahler, décédée très jeune d'une poliomyélite. Ça symbolise un peu... Après, on peut toujours rêver, chacun y met ce qu'il a dans son imaginaire, mais un peu cette vie un peu frivole comme ça, qui très vite bascule dans quelque chose de morbide, vraiment de terrible, implacable. Et puis à la fin, il y a quand même comme une espèce de délivrance avec un rappel d'un choral de Bach. Mais c'est une musique extrêmement riche. J'ai été très heureux de la collaboration avec Maestro Yamada et l'Orchestre de Monte-Carlo parce que j'ai l'impression d'avoir pu avancer un peu dans l'incarnation de cette œuvre qui est compliquée parce que la partie d'orchestre est extrêmement chargée et j'ai eu le sentiment d'avancer un peu dans mon parcours avec l'œuvre, oui. Avant de nous quitter, on vous retrouve, Christinda, pour les prévisions météo de ce mardi. Durant la journée de mardi, le temps qui s'installe est généralement clair. Et si la matinée sera ensoleillée, l'après-midi, quant à elle, sera plus nuageuse. Une très légère brise soufflera tout au long de la journée. Du côté du thermomètre, 13 degrés pour les minimales et 22 pour les maximales. Mardi, le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h55. Mardi 30 mars, nous fêterons les Amédées. Merci, on se quitte avec les photos du jour consacrées au NMNM à l'occasion du départ à la retraite de Marie-Claude Beau, l'ancienne directrice donc, du nouveau musée national de Monaco, que nous aurons en invité mardi soir dans le JT. Les photographes de la rédaction ont sélectionné quelques clichés pris lors de diverses expositions durant cette décennie. Ce journal est terminé, on se retrouve, si vous le voulez bien, mardi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt, au revoir.